bon, merci. Ok. Donc, le gaz en surpression enfermé dans la cylindre, on débloque le piston, tout d'un coup le gaz pousse le piston, donc subit une détente. Et l'air extérieur ne varie pas de pression, donc subit une détente à pression extérieure constante. Jusqu'à obtenir une pression P2, eh bien, juste ça bouge plus quand la pression est la même de chaque côté. Donc quand les forces pressantes s'équilibrent, donc quand les pressions sont égales à l'équilibre mécanique, P2 égale P extérieur. Donc ça y est, la pression on la connaît, c'est la pression de l'air extérieur. Et on a deux paramètres à déterminer, T2 et V2. Alors on a P2, V2 égale nRT2, mais ça fait qu'une relation, donc j'ai besoin d'une deuxième relation pour pouvoir trouver soit T2, soit V2. Une fois que j'ai l'un, j'ai l'autre. Donc je sais que la transformation est adiabatique, je me suis arrangé pour, donc pas de transfert thermique. Et elle est brutale, non quasi-statique. Non quasi-statique implique forcément irréversible. Irréversible, donc je n'ai pas droit à la place, bien que ce soit adiabatique. Donc on se rappelle, la relation de la place, PV exposant gamma égale constante, n'est valable que pour une transition adiabatique, réversible, un gaz parfait. Donc là, il y a le paramètre réversible qui n'est pas respecté, donc on n'a plus droit à la place. Donc il nous reste le premier principe, delta U égale W plus Q, mais comme Q est nul, delta U égale W. Ah bah delta U égale W, ça me donne une relation que j'exploite. Alors delta U, c'est delta U d'un gaz parfait, c'est l'intégrale de DU, DU d'un gaz parfait on connaît, donc on sait l'intégrer entre les bornes. NCV molaire, T2 moins T1. Et si j'ai besoin, CV molaire, c'est R sur gamma moins 1. Alors pourquoi je fais ça? Parce que une fois que je l'ai transformé comme ceci, NRT c'est PV, donc NRT2 c'est P2V2, et NRT1 c'est P1V1. Donc ça me permet d'exprimer delta U soit en fonction des paramètres température, soit en fonction des paramètres pression et volume. Donc voilà delta U. W, par ailleurs, c'est le travail des forces pressantes, le travail des forces pressantes extérieures. Et ici, on n'a que l'air qui appuie à une pression constante. Donc on peut sortir cette pression de l'intégrale, et intégrale de dV, primitive V, V2 moins V1. Et P extérieur, on a dit, c'est la pression P2. Donc c'est P2 moins P2, V2 moins V1. Vous égalisez delta U à W, et ça vous donne une relation où vous avez une relation entre les quatre paramètres PV, P1V1, P2V2. Il y en a trois que vous connaissez, parce que vous connaissez P1V1 et P2. Donc vous pouvez déterminer le paramètre V2. Et une fois que vous avez V2, vous avez T2 par l'équation d'état. Donc c'est bon, vous avez l'état final. Et une fois que vous avez tous les paramètres, vous êtes capable de calculer W, le travail reçu lors de la détente, c'est un travail en fait négatif. Donc c'est en fait un travail qui est donné au milieu extérieur. Donc, on peut se débrouiller sans la place, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez fini vos calculs, on interprète les signes, donc W, V2 moins V1 est positif, moins P2 ici négatif, donc le travail est négatif. C'est un travail associé à une détente, donc le gaz donne du travail au milieu extérieur, le gaz perd de l'énergie sous forme de travail, donc c'est bien logique d'avoir un travail négatif. Et comme delta U c'est W, delta U est négatif, donc T2 moins T1 est négatif. Conclusion, T2 est plus petit que T1, un gaz qui se détend se refroidit. Ça, dans la vie de tous les jours, c'est un truc très classique. Vous prenez une bombe de mousse à raser, par exemple, ou une bombe de lac pour cheveux. Donc, dedans, vous avez un gaz sous pression. Quand vous ouvrez, quand vous appuyez, ça va faire une détente, une diminution de pression. Et vous observez que votre bouteille, elle se refroidit. Inversement, si j'avais comprimé mon gaz de façon adiabatique, j'apporte du travail,
Le gaz emmagasine de l'énergie, donc sa température augmente. Un gaz qu'on comprime brutalement s'échauffe. Un gaz qu'on détend brutalement se refroidit. Ah ça c'est intéressant, un gaz qu'on détend brutalement se refroidit. Ah ça va nous permettre de faire du froid, de fabriquer des machines thermiques où on va refroidir. Un frigo, un congélateur, tout ça, on verra que ça utilise en fait ce principe. C'est un gaz dont on va diminuer brutalement la pression, on va faire une détente brutale, et ce gaz va se refroidir. Donc ça, je vous en reparlerai plus tard quand on étudiera ce qui se passe dans un frigo. Des questions là-dessus? On continue. Donc une deuxième transformation très classique, monotherme, brutal, donc irréversible. Donc, un gaz initialement à la pression P0, T0, c'est-à-dire il est à la pression de l'air extérieur, il est en équilibre mécanique avec l'air extérieur. Les parois laissent passer la chaleur, donc conductrice de la chaleur. Donc T1 égale T0, équilibre thermique du gaz avec le thermostat. Et puis V est tel que PV égale nRT. Donc on connaît 3 paramètres du gaz initial. Ici, vous avez un piston, donc une surface mobile, de surface S, de masse ridicule, sous-entendu ridicule devant celle qu'on va ajouter ici. Donc j'ajoute tout à coup une masse, M, et j'attends. Qu'est-ce qui se passe? Ajouter une masse, en fait, ça fait comme si on appuyait avec une pression supplémentaire sur le gaz. Donc on va faire une compression, diminution du volume et augmentation de la pression. Et mon objectif, c'est de calculer W et Q reçus par le gaz. Donc c'est une compression, donc sans aucun calcul, je peux dire W reçu par le gaz est positif, et puis Q, on verra. Alors, à la fin, que vaut P2? P2 n'est pas égal à P0, puisque initialement P1 égale P0, là on comprime le gaz, la pression augmente. P2 est forcément plus grande que P0. T2, si les parois sont diathermanes, on va obtenir équilibre thermique avec l'air extérieur, on va revenir à la température de l'air extérieur. Donc on sera à T0. Est-ce que c'est isotherme? Non, parce que quand vous faites la compression, elle est brutale. Donc d'abord, le gaz va s'échauffer, il va monter en température, et ensuite revenir à T0. Donc on dit que c'est monotherme. T1 égale T2 égale T0, mais entre les deux, la température va pouvoir varier, elle va augmenter, puis diminuer. Monsieur? Oui. Anne-Sophie, elle demande en fait son ordi à planter, elle demande de s'arrêter 5 secondes si c'est possible. J'ai rien compris. Anne-Sophie, elle a son ordi à planter, elle demande si on peut arrêter le stream 5 secondes. 5 secondes, oui, je peux faire ça. Merci. Monsieur? Oui. En fait, c'est qu'elle n'arrive pas à accéder au stream parce qu'une fois que le stream est lancé, elle peut plus le rejoindre. Ah ouais, mais ça, je vous ai dit, Ah, moi, je d'accord. peux pas trop l'enlever parce que sinon, après, j'ai peur de ne pas pouvoir le remettre. Ah, ok. Eh oui. Non, désolé. Donc, la pression finale est plus grande que la pression initiale. On peut dire qu'il y a une variation de pression, delta P, l'augmentation de pression,
qui est due au fait que vous mettez une masse sur la surface. Donc il faut convertir l'ajout d'une masse en pression. Donc pour ça, vous avez une formule de pression. La pression, c'est quoi? C'est la force divisée par la surface. Donc l'augmentation de pression, c'est la force supplémentaire sur la surface. Vous mettez une masse, vous exercez un poids, mg, et donc l'augmentation de pression, c'est la force mg sur la surface. Donc la pression finale, c'est la pression initiale plus l'augmentation de pression due à la masse. Alors, on aurait pu le faire de façon un petit peu plus propre, avec un peu de mécanique, mais on ne vous demande pas forcément toute cette démonstration, hein. Donc si on regarde le système piston plus masse, il s'exerce dessus le poids. Le poids, c'est le poids du piston plus le poids de la masse. Je néglige le poids du piston devant le poids de la masse. Donc c'est quasiment le poids de la masse, mg. Donc moins mg uz vers le bas. Vous avez l'air qui est au-dessus qui appuie. Alors il appuie sur les parois, il appuie sur la masse, il appuie aussi de manière latérale, de la gauche vers la droite et puis de la droite vers la gauche. Les forces latérales se compensent. Donc finalement, il vous reste que les forces verticales. Ça appuie ici, ici et ici. Et finalement, ça appuie. C'est comme si ça appuyait sur une surface S totale à la pression de P0. Donc pression fois surface fois un vecteur unitaire. La force est vers le bas selon moins UZ. Et puis le gaz qui est en dessous, qui est la pression P2, appuie vers le haut. Donc en plus P2, S, UZ, pression fois surface fois vecteur unitaire. Donc c'est le cas d'une force pressante, hein, sur une surface plane et puis une pression uniforme. Le système étant à l'équilibre, la somme des forces est nulle. On projette ça sur UZ et vous obtenez effectivement P2 égale P0 plus mg sur S. Donc en fait, c'est l'équilibre mécanique du piston qui impose que P2 égale P0 plus mg sur S. Alors, une petite remarque importante pour la suite, là, le petit triangle, hein. Donc, ce qu'on va appeler la pression extérieure. Ici, on a envie de dire c'est P0. OK. Mais dès qu'on pose la masse, la pression extérieure, c'est plus P0. Parce que dans P extérieur, en fait, on met toutes les forces qui appuient sur la surface. Donc, il y a l'air et il y a la masse. Et donc, ce qu'on va appeler P extérieur, en fait, c'est P0 plus la force, enfin, plus la pression due à la masse, donc P0 plus mg sur S. Donc là, c'est une subtilité importante. P extérieur tient compte de toutes les forces pressantes, donc toutes les forces qui appuient sur la surface. Ça va sur cette feuille 43? Ok. Donc tout à l'heure, je vous disais, la température varie-t-elle durant la transformation? Quand vous comprimez le gaz, au début, il s'échauffe, donc il va monter en température, puis progressivement revenir à T0. Donc c'est pas isotherme, c'est monotherme. C'est la différence. L'isotherme, il faudrait que la température ne dépende pas, enfin ne varie pas du tout pendant la transformation, c'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on sait calculer W et Q? Donc d'abord, on écrit toujours le premier principe. Et ce qu'on est capable de calculer toujours, c'est delta U. Delta U, c'est l'intégrale de dU. C'est l'intégrale de NC molaire dt entre T1 et T2. T1, c'est la température de l'air, puisqu'on est en équilibre thermique avec l'air. T2, c'est la température de l'air. Là aussi, équilibre thermique. Donc la température ne varie pas entre l'état initial et l'état final. Conclusion, delta U est nul. Donc W plus Q est nul. Donc si j'ai l'un, j'ai l'autre. Donc monotherme, j'ai pas de formule pour Q. Donc je vais calculer W, je vais en déduire Q. Alors W, c'est l'intégrale de moins P extérieur dV. Et on a dit P extérieur, attention, c'est pas la pression de l'air, c'est la somme des contraintes. Donc
la pression d'air plus la pression due à la présence de la masse. Et durant la transformation, elle ne varie pas. Donc on peut la sortir de l'intégrale. Et donc c'est une unique intégrale très facile à calculer. Moins P extérieur, primitive de dV, moins P extérieur, V2 moins V1. P extérieur, c'est P2, on le connaît. Et puis V2 et V1. Bah, V2, c'est nRT sur P, donc on le connaît. Donc là, on connaît tout. Ça y est, on a W. Alors justement, j'ai mis un petit peu en forme. J'ai remplacé des volumes par nRT sur P. J'ai simplifié un petit peu en mettant facteur nRT 0. Et puis, des pressions. Donc si on m'a donné P1 et la masse, je connais P2, je connais les pressions, je connais la température, c'est bon, je connais tout, je sais calculer W. L'idée positive, c'est une compression, c'est un travail effectivement reçu par le gaz, c'est normal. Et j'en déduis le transfert thermique qui vaut forcément moins W, qui est négatif. Le gaz donne de la chaleur au milieu extérieur. Donc le gaz reçoit de l'énergie sous forme d'énergie mécanique et convertit ça en énergie thermique qu'il donne à l'air. Et comme il donne autant qu'il reçoit, finalement, son énergie interne ne varie pas. Donc les entrées de W égale des sorties de Q. Et donc globalement, U égale constante. Au passage, le gaz s'est échauffé durant la transformation, donc il était plus chaud que l'air extérieur, donc il y a un transfert thermique chaud du gaz chaud vers l'air extérieur froid, et ça c'est une cause d'irréversibilité. Donc on peut affirmer que la transformation est bien irréversible. Alors ensuite, je me suis posé la question de comparer la pression à la compression si je l'avais effectuée de manière réversible, donc de façon très très lente, quasi statique, en prenant un temps énorme. Donc est-ce que expérimentalement c'est possible? On va essayer d'imaginer. Au lieu d'ajouter la masse m d'un seul coup, eh bien, il faudrait que j'ajoute cette masse en fait en une infinité de micromasses. J'ajoute un microgramme. Le gaz s'échauffe quasiment pas, donc il va rester à la température de l'air extérieur. Donc il n'y aura pas de corps chaud, il n'y aura pas de corps froid. Et dans ce cas-là, ça va devenir réversible. Donc on va ajouter micromasse par micromasse. Évidemment, ça va prendre des années et des années. Donc c'est une transformation imaginaire. Et du coup, la température du gaz va rester à T0. Donc si vous voulez qu'elle soit réversible, alors forcément elle devient isotherme. Le gaz reste à la température de l'air extérieur, alors il n'y a plus de corps chaud et de corps froid, alors ça devient réversible. Alors on peut faire le calcul du travail si on avait fait la transformation de manière réversible. Qu'est-ce que ça change? C'est l'intégrale de moins P extérieur dV. Oui, mais si c'est réversible, il faut à tout instant que la pression extérieure soit égale à la pression du système, donc P extérieur c'est P. Et P, c'est la pression d'un gaz parfait, donc je peux le remplacer par nRT sur V, et nRT 0 sur V, puisque on reste à T0. Et nRT 0, c'est une constante, on peut la sortir de l'intégrale. Et du coup, ça fait moins nRT 0, intégrale de dV sur V. Primitive ln de V, ln de V2 moins ln de V1, c'est-à-dire ln de V2 sur V1. Et puis après, si on veut, on peut l'exprimer en fonction des pressions. J'utilise l'équation d'état des gaz parfaits à nouveau. V, c'est nRT sur P, donc V2 sur V1, c'est P1 sur P2. Et moins log de quelque chose, c'est log de l'inverse. Ça fait log de P2 sur P1 fois nRT0.
Vérifions qu'on ne dit pas de bêtises. Le log de un rapport, ça n'a pas d'unité, ça. Et NRT, on sait que c'est homogène à une énergie. Ok. Est-ce que ça a le bon signe? P2 est plus grand que P1. Ici, c'est plus grand que 1. Le log est donc forcément positif. NRT0, c'est positif. C'est bien positif, c'est bien une compression, c'est un travail effectivement reçu par le gaz. D'accord, c'est homogène. Et donc, je m'aperçois que le travail reçu lors d'une compression réversible n'est pas le même que le travail reçu lors d'une compression irréversible. Ça va pour ce calcul? Donc, je me pose la question, c'est lequel le plus grand? Ils sont tous les deux positifs. Alors, ça c'est un petit peu, on va dire, sorti de du chapeau. Comment comparer ça? Je vois que la pression P du système, on part de P1 et ensuite elle monte. Donc durant la transformation, P est plus grand. En fait, il y a un égal au tout début, mais dès que la transformation commence, P est plus grand que P1. Donc 1 sur P est plus petit que 1 sur P1. On intègre ça à gauche et à droite, entre P1 et P2. Alors à gauche, intégrale de T de P sur P, ln de P, donc log de P2 sur P1. À droite, intégrale de D de P sur P1. Ah, P1, c'est une constante, je peux la sortir. 1 sur P1, intégrale de D de P. Intégrale de D de P, P2 moins P1. Vous multipliez par NRT0 et vous reconnaissez à gauche le travail réversible, à droite le travail irréversible. Et tous les deux sont positifs. Donc, conclusion, le travail, si vous l'effectuez de manière irréversible, le travail est plus grand. Il va falloir apporter plus de travail au gaz pour le comprimer, si c'est brutal, si c'est rapide, que si c'est très lent, que si c'est quasi statique. Autrement dit, qu'est-ce qui est plus efficace, une compression irréversible ou une compression réversible? Vous avez votre pompe de bicyclette, vous voulez comprimer de l'air. Qu'est-ce qui va vous demander moins d'effort? La compression réversible ou la compression irréversible? Réversible, alors il y a moins de travail à apporter. Voilà, c'est ça. Le travail réversible est plus petit. Il va falloir que vous poussiez moins. Ça va vous coûter moins d'énergie si c'est réversible. Inconvénient, ça va prendre un temps infini. Donc, vous allez gonfler votre pneu de bicyclette en 10 heures au lieu de 10 secondes. Donc, évidemment, pour une machine thermique, c'est pas possible. Donc, après, il va falloir trouver un compromis. Mais si on se rapproche de la réversibilité, la dépense énergétique sera moindre. Oui. C'est un compromis. Il ne faut pas non plus que ça soit trop rapide. Plus c'est rapide, plus le rendement chute. Plus c'est brutal, plus le rendement chute. Donc, pour une compression, ça c'est ce que vous devez apporter. Et inversement, quand le gaz se détend, si on faisait le même genre de calcul, on trouverait que le travail irréversible est négatif pour une détente, le travail réversible aussi, et le travail réversible est plus négatif. Autrement dit, on récupère plus de travail lors d'une détente si la détente est réversible. Mais on est bien d'accord qu'après, il faut que ça répulse, quoi. Donc, votre moteur, évidemment, vous n'allez pas vous mettre dans les conditions de la réversibilité, sinon il n'aura pas de puissance. Il apportera beaucoup d'énergie, mais en un temps très très grand. Autrement dit, une puissance toute petite. Donc vous, si vous voulez une grosse puissance, eh ben, il faut forcément que ça soit effectivement rapide, mais vous perdez en rendement.
Je crois que c'est la fin de ce chapitre. Oui, c'est ça. Donc, la semaine prochaine, on commencera un nouveau chapitre qui s'appelle le deuxième principe. Donc, on étudiera l'entropie. On étudiera les machines thermiques, moteurs, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, pompes à chaleur, tout ça. Et puis sinon, pour finir la séance, je vous propose de faire un exercice. Alors, je vais changer de fenêtre de streaming, donc peut-être que Anne-Sophie va pouvoir resuivre, je sais pas sûr. Alors, affichage, largeur des pages, tac. Donc, je vous propose de réfléchir à l'exercice 4, donc, de la première feuille de TD, où on va étudier un cycle très simple, isocore, réversible, isotherme, réversible, isobar, réversible. Donc, une isocore, c'est à volume constant, donc dans un diagramme de Clapeyron, c'est une verticale. Une isotherme, on a vu ça la dernière fois, PV égale NRT égale constante, donc P égale constante sur V, donc ça c'est un arc d'hyperbole dans le diagramme de Clapeyron. Et puis isobar, pression constante, c'est une horizontale. Donc, verticale, hyperbole, horizontale. On vous donne pression, température initiale, pression de l'état B 10 fois la pression de l'état A. Ça, c'est isobar, donc forcément P de C égale PA. Et on vous demande de déterminer les paramètres inconnus. Donc, la première chose à faire, c'est d'utiliser l'équation d'état des gaz parfaits. Donc, si je connais P et T, ben, je connais V, nRT sur P. Il faut juste faire attention aux unités, en pascal la pression, la température en Kelvin. Et vous obtenez des mètres cubes, 24,8 10-3 mètres cubes, soit 24,8 litres. Vous aviez une mole de gaz parfait, une mole de gaz au cube, une vingtaine de litres. Ça, c'est un ordre de grandeur à avoir en tête. Hein. Donc, c'est cohérent, sous une pression de 1 bar. Alors, on reste à même volume et on augmente la pression d'un facteur 10. Donc, sans faire de calcul compliqué, PV égale nRT, V ne change pas, pression fois 10, donc température fois 10, logiquement. PB vaut 10 fois TA. Vérifions. TB égale PBVB sur NR. PB, c'est 10 fois PA. VB, c'est VA. Donc, c'est 10 fois TA, effectivement. Notre température augmente à 2980 Kelvin. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas si énorme que ça. Donc, dans un moteur de voiture, hein, par exemple, les températures sont très élevées. Hein. Monsieur, Oui, pourquoi on a remplacé VB par VA? parce que c'est isocore, volume constant. VB égale VA. Ah oui, c'est vrai. Merci. Ensuite, isotherme, donc T de C égale T de B. On a la pression. Donc la pression revient à PA, la température est 10 fois plus élevée, donc le volume est 10 fois plus élevé. Prenez l'équation d'état, vous remplacez TC par 10 fois TA, PC par PA, et ça nous fait 10 fois VA. Donc isocore, le volume ne varie pas, détente, le volume augmente, il augmente d'un facteur 10, ouais c'est logique, et compression, il diminue d'un facteur 10, et on revient à l'état initial. Donc pensez à vérifier détente, compression, vérifier que le volume augmente, le volume diminue, vérifier que c'est cohérent avec le dessin aussi. Alors ensuite, pour chaque transformation, on vous demande delta U, delta H, W, Q. Alors, A vers B. Isocore réversible. Réversible, donc quasi statique, forcément. Alors,
J'écris le premier principe, delta U égale W plus Q. Est-ce qu'on sait calculer facilement quelque chose là-dedans? Isocore, volume constant, donc le travail des forces pressantes est nul. L'intégrale de moins P sur dV, le volume ne varie pas, le travail est nul. Donc delta U égale Q. Donc je calcule delta U en déduit Q. Est-ce qu'on sait calculer delta U? C'est l'intégrale de DU, c'est un gaz parfait. Donc DU NCV molaire dt. On connaît la température initiale et la température finale. Donc N fois CV molaire qu'on vous donnait, 5,2 de R, fois l'écart TB moins TA. Donc c'est positif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gaz, concrètement, vous le chauffez avec de l'énergie thermique, et donc son énergie interne augmente, sa température augmente, d'un facteur 10. Ok, c'est cohérent. Donc on apporte de l'énergie thermique, U augmente, T augmente. Et puis on vous demandait delta H, donc ça on peut le calculer, mais il se trouve que, en fait, elle ne nous intéresse pas. La grandeur physiquement intéressante ici, c'est delta U, et delta H n'a pas d'intérêt, elle ne représente rien physiquement. Au passage, delta H utilise Cp molaire, et Cp molaire se délie de Cv molaire grâce à la relation de Mayer. Donc si je vous donne 5,5 de R pour Cv molaire, 7,5 de R pour Cp molaire, avec la relation de Mayer. Donc, je trouve que c'est pas mal de se faire des petits dessins comme ça, avec les échanges énergétiques, pour fixer les idées. Donc concrètement, on met le gaz dans un système de volume constant, donc dans un cylindre bloqué, et on apporte de l'énergie thermique, on chauffe le gaz. Il monte en température et il monte en pression. Ça va? Ok, ensuite déverser, c'est une détente isotherme réversible. Donc attention à ne pas faire l'erreur, isotherme ne veut pas dire adiabatique, donc Q n'est pas nul. C'est juste que la température ne varie pas. Donc j'écris le premier principe, delta égale W plus Q. Ah, delta U, c'est l'intégrale de DU, c'est l'intégrale de NC molaire dt, et la température ne varie pas. Donc c'est U qui ne varie pas, c'est delta U qui est nul. Donc W plus Q est nul. Donc je vais calculer W et je vais en déduire Q. Est-ce qu'on sait calculer W? C'est l'intégrale de moins P extérieur dV, et c'est réversible. Donc P extérieur, c'est forcément égal à P à tout instant. Je peux le remplacer. C'est un gaz parfait, P c'est nRT sur V. Et c'est isotherme, la température ne varie pas. Donc T peut être sorti de l'intégrale, nRTB. Et il me reste comme intégrale de dV sur V, primitive ln de V finale moins ln de V initiale, ln de rapport V final sur V initial, donc V de C sur V de B. On les a calculés, donc c'est-à-dire on peut calculer ce truc-là. Et puis W plus Q est nul, donc Q c'est moins W. Donc Q positif, W négatif. On va mettre ça sur un petit dessin. On continue à chauffer le gaz, mais on le laisse se détendre. Donc il donne du travail au milieu extérieur. Et les entrées de l'énergie thermique égale les sorties d'énergie mécanique, donc l'énergie du système ne varie pas, donc sa température ne varie pas. Donc on transforme ici l'énergie thermique en énergie mécanique. C'est ce qu'on va appeler la phase moteur d'une machine, c'est lorsqu'on fabrique du travail. Delta H vaut 0, mais delta H ici n'a aucun intérêt de toute façon. Ensuite, on a une isobar réversible. Donc isobar, delta égale W plus Q. Et isobar, il faut penser à delta H égale WU plus Q.
le premier principe reformulé pour une isobare. WU, les autres travaux, autres que ceux des forces pressantes, bah, s'il y en avait un, on me le dirait, donc il n'y en a pas par défaut. Donc delta H égale Q. Donc Q est très facile à calculer, c'est delta H. Alors pas trop vite. Tac, 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 tac. Alors je calcule delta U, parce qu'on me le demandait. Je peux remarquer au passage que c'est l'opposé de delta U AB. Donc c'est pas la peine de ressortir sa calculette, c'est moins delta U AB, c'est moins 55,7 kJ. Le travail, alors celui-là est intéressant. Intégrale de moins P extérieur dV. P extérieur, on ne me dit rien. Mais c'est réversible, donc P extérieur c'est P. Et P, la transformation est isobare, donc P ne varie pas, on peut la sortir de l'intégrale. Et du coup, l'intégrale est facile à calculer. Moins PA, VA moins VC. Alors, on peut le laisser sous cette forme-là. Éventuellement, on peut utiliser que le fait que PV égale NRT, donc PAVA égale NRTA, et puis PAVC égale NRTC. Donc on peut l'exprimer en fonction des températures si on veut. C'est positif, c'est une compression, donc c'est un travail effectivement reçu, c'est normal. Et puis pour calculer Q, bah, vous avez le choix. Soit vous avez écrit que le premier principe de cette forme-là, dans ce cas-là, Q c'est delta U moins W. Soit vous avez pensé à delta H, alors Q c'est delta H. Ça va un petit peu plus vite comme ça. Intégrale de delta de DH, intégrale de NCP molaire dt. Relation de Maillère. Et voilà, vous avez Q. Donc si on regarde, le gaz est comprimé, il reçoit du travail, 22,3 kJ, et il se refroidit, il donne de l'énergie thermique à l'extérieur, moins 78 kJ. Il donne plus qu'il ne reçoit, donc son énergie interne diminue, sa température diminue, il se refroidit à 298 Kelvin. C'est cohérent. J'espère que ça va pas trop vite. Monsieur, j'ai une question. Oui. J'arrive plus à voir le streaming. C'était. J'ai un problème. Comment vous savez que WU, c'est. Enfin, le travail utile, c'est égal à 0? Alors, le travail utile, c'est le travail autre que celui des forces pressantes. Donc, par exemple, un travail électrique. On me dit que le cycle est réversible, donc d'abord, si un cycle est réversible, forcément, il ne peut pas y avoir de travail électrique, puisque sinon, il y aurait un effet Joule. Donc déjà. Et puis, s'il y avait un travail utile, on me le dirait. On me dirait, je ne sais pas, il y a une machine qui nous apporte un travail utile. Voilà. Donc, par défaut, quand on vous dit rien, c'est qu'il n'y en a pas. Ok. Voilà, donc on sait calculer W et Q de chaque transformation. Alors après, on vous demandait de vérifier que delta U cycle est nul. Donc ça vous permet de vérifier que vos calculs sont bons en particulier. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. On sait que delta U cycle est nul. Hein. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est de calculer le travail global reçu par le gaz pendant la transformation cyclique. Donc la somme des travaux. Alors AB, c'était isocore, il n'y en avait pas. BC, c'était une détente, donc un travail négatif. Et puis CA, c'était une compression, travail positif. Et globalement, on s'aperçoit que le cycle a un travail négatif, autrement dit que ce cycle donne du travail au milieu extérieur. Donc cette machine est un cycle moteur. Et ça, on pouvait le dire dès le début, il suffisait de regarder que le cycle était parcouru dans le sens des aiguilles d'une montre, en coordonnées avec Clapeyron. Et donc le travail, c'est moins l'air interne dans ce cas-là. Et ça correspond donc à un cycle moteur. Alors maintenant, on va calculer le rendement. Pour ça, on va faire un petit dessin des échanges énergétiques. Donc votre système reçoit de l'énergie thermique durant la transformation A vers B, puis de l'énergie thermique encore lors de la transformation B vers C, et donne de l'énergie thermique QCA. Et j'ai mis le travail du cycle global.
autant pour les énergies thermiques, je les mets toutes, et le travail, je mets que le travail global. Alors, comment définir le rendement? Sachant que c'est un cycle moteur. Le rendement, c'est ce qui m'intéresse sur ce que je dépense. L'énergie intéressante sur l'énergie dépensée. C'est un moteur, donc l'énergie intéressante, c'est le travail que vous allez pouvoir donner vers une pièce mécanique. Donc ici, on pourrait mettre une flèche vers pièce mécanique, par exemple un arbre moteur, une turbine, qui va récupérer ce travail et en faire quelque chose. Donc c'est le travail récupérable. Et l'énergie dépensée, eh bien, pour chauffer un système, il va falloir dépenser de l'énergie. Donc c'est l'énergie nécessaire à chauffer. C'est QAB plus QBC. Donc le rendement, pas trop vite, c'est moins W cycle. Alors pourquoi moins? Parce que comme il est négatif, moi je prends valeur absolue, hein, donc il faut que j'ai une grandeur positive. Sur l'énergie apportée, donc la somme de QAB plus QBC, et je trouve 0,308, donc 30% et quelques. Or, on en a discuté déjà dans un cours précédent, le rendement d'un moteur thermique, c'est effectivement de l'ordre de 30%. Alors, sachant que, attention, c'est un cycle réversible ici, et que si je fabrique cette machine, en fait, elle ne sera pas réversible, donc le rendement sera beaucoup moins que ça sera plutôt la moitié, donc ça sera plutôt 15% en fait. Autrement dit, c'est pas un cycle très très efficace. Hein. C'est pas la peine de construire cette machine, le rendement serait trop mauvais. Donc c'est un cycle trop simple dont le rendement serait trop faible. Ça va ce calcul de rendement? Est-ce que ce serait possible que vous remontiez à la transformation C et A parce que j'ai pas eu le temps de tout noter s'il vous plaît. Je vais vous le mettre sur Discord là, de toute façon. Voilà. Mais sinon, je vais vous mettre les corrections hein, comme la dernière fois, par mail et par Discord. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que finalement, vous voyez que les calculs de thermodynamique, ils sont toujours très simples. C'est deux lignes à chaque fois pour calculer un delta U, un W, un Q. Donc une fois qu'on a compris le principe, normalement la thermodynamique, c'est relativement simple. D'un point de vue calculatoire, c'est beaucoup plus simple que la mécanique. En tout cas pour ce qu'on fait maintenant. Hein. Après, ça va se compliquer un petit peu après, mais. Monsieur, est-ce que vous pouvez réexpliquer pourquoi le système il est moteur, s'il vous plaît? Pourquoi Pourquoi le système est moteur? Pourquoi le cycle est moteur? Oui. Parce que le travail, donc reçu par le gaz durant un cycle, est négatif. Donc un travail négatif, ça veut dire que ça sort du système. Donc ça veut dire que tu peux le donnes à quelqu'un qui va pouvoir l'utiliser. Tu le donnes à une pièce mécanique. D'accord? Donc c'est du travail récupérable, utilisable pour faire tourner une roue, par exemple. C'était dans l'autre sens, ça voudrait dire que c'est le système qui gagne de l'énergie? Donc, si ça tournait dans l'autre sens, le travail reçu pendant un cycle serait positif. Ça veut dire que la machine, elle consommerait du travail. Alors, je vais anticiper un peu sur les cours suivants. Par exemple, un réfrigérateur. Dedans, vous avez un fluide réfrigérant qui fait des cycles, qui pendant, je sais pas, 20 ans de la durée de vie de votre frigo, fait des cycles de transformation, d'accord? Et durant un cycle, il reçoit du travail. Il reçoit du travail du compresseur, c'est la boîte noire qui est derrière, qui est alimentée par votre prise électrique, d'accord? Donc,
un cycle d'un réfrigérateur est un cycle récepteur qui consomme de l'énergie mécanique qui vient du compresseur. Et ensuite, ça fait quoi? Ça fait des échanges thermiques et ça fait que ça refroidit l'intérieur du frigo. Donc, ça consomme de l'énergie mécanique pour produire un effet thermique. Là, c'est l'inverse. Dans ce cycle, on va utiliser comme source de l'énergie thermique, QAB et QBC, et le but, c'est que on récupère du travail en sortie qu'on va pouvoir utiliser. D'accord? Donc ma source d'énergie, c'est l'énergie thermique. Je le chauffe, je récupère du travail, et puis ça, je le donne au milieu extérieur, je le donne à l'air, ou par exemple un moteur thermique, un moteur de voiture, un moteur de mobilette, tout ça, vous avez de l'énergie thermique qui est donnée à l'air. Et vous récupérez qu'une partie de l'énergie, W, négatif, qui est donnée aux roues. Donc ici, vous pouvez ajouter sur le dessin pièce mécanique qui utilise le travail du cycle, récupère le travail du cycle. C'est que je pense que je comprends compression et détente avec travail moteur. Enfin, Alors, si on détaille, hein, il y a 3 phases dans ce cycle. Il y a une phase isocore AB qui n'échange pas de travail, donc c'est d'un point de vue du travail, il n'y a rien. Ensuite, BC, c'est un travail, on a dit de détente, c'est un travail négatif qui produit moins 57 kJ. Donc on appelle ça le temps moteur du cycle, c'est le temps qui fabrique du travail. Et C vers A, c'est une compression, c'est un temps qui consomme du travail. D'accord? Mais globalement, la machine, elle fabrique plus de travail, moins 57 kJ, qu'elle n'en consomme, 22,3. Et la somme des deux, c'est ce que vous pouvez effectivement récupérer. Donc en fait, dans un moteur, tu as un moteur à combustion, tu fais une étincelle dans un mélange air-essence, du coup, ça fait une explosion, enfin une mini-explosion, ça fait une combustion plutôt. La combustion libère des gaz chauds, ces gaz chauds se détendent, poussent un piston, ça c'est le temps moteur. Et ensuite, il faut que les gaz ils soient chassés par le piston. Donc le piston revient et chasse les gaz, et ça c'est un temps qui va consommer du travail. Mais la somme des deux, globalement, ça libère du travail. Et ça libère W cycle. C'est celui-là, en fait, que vous allez récupérer. C'est la somme de tous les travaux échangés. S'il est négatif, c'est bien un cycle moteur. Ça va? On va réétudier ça en détail la semaine prochaine. Hein. Donc, lorsqu'on aura étudié le deuxième principe, et on va faire toute une partie sur les machines thermiques, et je pense que vous comprendrez mieux tous ces concepts. Donc, pour l'instant, il suffit de savoir que W cycle, la somme des travaux, si elle est négative, c'est donné au milieu extérieur, c'est un cycle moteur qui libère du travail qu'on va pouvoir récupérer. Je regarde juste pendant ce temps-là le résultat du sondage. Ah, j'ai 14 négatifs et 9 positifs. Donc pas d'accord. Ça fait que 23 qui ont voté. C'est pas beaucoup. Sur 33 présents, beaucoup. Vous voulez pas voter avant qu'on se sépare? Donc je répète, c'est dans le salon physique devoir. Il semblerait qu'il y ait une majorité de pouces négatifs pour l'instant. Donc ça veut dire que je le poste vendredi soir et que vous me le rendez avant dimanche soir.
Bon, vous voulez pas travailler demain? On a déjà un DM en fait en maths pour ça. D'accord. Eh ben, on va faire comme ça alors. Ok, donc je poste le devoir vendredi soir et vous me le rendez avant dimanche minuit. Donc en temps limité 3 heures, vous mettez en condition DS et vous me le rendez en un fichier unique s'il vous plaît. Sinon je mets un malus. Ceux qui m'envoient 10 fichiers, ça va m'énerver trop là. Mais comment on fait? Vous vous débrouillez? Vous avez un ordi ou pas? Si vous n'avez pas d'ordi, c'est plus compliqué, c'est sûr. Tout le monde a un Mais ordi? si on a des photos, comment on fait? Eh ben, vous ouvrez un fichier Word, vous collez vos 10 photos dedans et ensuite vous les convertissez, vous m'envoyez le fichier ou vous le convertissez en PDF éventuellement. Et s'il est très lourd, vous me l'envoyez en WeTransfer. Moi, ça m'avait fait changer la qualité des photos. Elles étaient devenues, enfin, en les collant aussi et en enregistrant en PDF, ça avait vraiment réduit la qualité des photos. Alors oui, il faut pas que ce soit trop flou non plus. Mais bon. De base, comme j'avais scanné avec l'imprimante, enfin, c'était assez net quand j'avais juste les photos, quoi. Ouais, mais normalement, on doit pouvoir garder une qualité correcte. Alors après, ça fait des gros fichiers parfois, mais ça, c'est après, si vous me l'envoyez en WeTransfer et pas en mail, j'ai aucun problème pour les récupérer, hein. Donc vous devriez réussir à faire ça. Donc sur ce, bon week-end, et puis bonne cinétique chimique. Et on se retrouve lundi. Bon week-end. Merci.